Bonjour à tous, bienvenue à cette session Arduino. Donc mon nom est David Delabassé, je travaille chez Oracle. Je suis arrivé chez Oracle à travers l'acquisition de Sun, où chez Sun j'ai passé un peu plus de 10 ans à travailler sur Java de bout en bout, donc de Java ME à Java SE à Java EE. Avant ça, je travaillais sur des projets, notamment sur du personal Java. Maintenant, pour que les choses soient claires, cette session sur Arduino n'a rien à voir avec un produit Oracle. Donc je suis ici pour cette session à titre privé. Je fais partie du steering committee de Devoxx en Belgique et à mes heures perdues, entre autres, je bidouille sur des choses comme Arduino. Donc l'agenda pour aujourd'hui. D'abord, je vais expliquer ce qu'est Arduino. Ensuite, on va regarder techniquement un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Discuter aussi des liens qui existent entre Arduino et Java, parce qu'on est quand même à une conférence Java. Et enfin, une conclusion, un bilan. Alors, Arduino. Avant de vraiment expliquer ce qu'est Arduino, c'est bien de parler du contexte. Contextes qui sont souvent associés à Arduino. On parle de deux choses, Internet of Things et Physical Computing. Par Internet of Things, en fait, l'idée est la suivante. Si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a tendance à rajouter de plus en plus de devices, d'appareils sur le réseau. Par exemple, nos téléphones mobiles, maintenant, ont une connexion data en permanence, chose qui n'était pas vraie il y a 10 ans. Autre exemple, c'est que maintenant, on commence à trouver sur le marché des montres qui se connectent sur le réseau via notre téléphone mobile. Si on regarde des voitures haut de gamme, elles ont un hotspot 3G embarqué. Donc ces voitures ont une connexion au réseau. C'est dans le haut de gamme aujourd'hui, ce sera dans le moyen de gamme dans quelques années. Si on regarde chez nous, les télévisions, les smart TV, connexion réseau, etc., etc. Même chose pour les consoles de jeux. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'en fait on va rajouter de plus en plus de devices sur le réseau. Et pourquoi on fait ça? On estime qu'on va pouvoir offrir de nouveaux services, générer entre guillemets de la valeur, justement du fait de cette connexion. Donc c'est un petit peu le principe de Internet of Things. Second contexte, c'est tout ce qui est physical computing. Pour illustrer ça, j'ai une vidéo très courte. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ensemble d'appareils assez anciens. Au milieu, on a des Vectrex, donc des consoles de jeux des années 80. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui savent ce qu'est un Vectrex. Les plus vieux d'entre nous lèvent la main. On a des télévisions. Donc, clairement, on a un ensemble de devices qui, à l'origine, n'avaient aucun moyen de communiquer. Via l'utilisation d'Arduino, on a pu les interconnecter entre elles. Maintenant, oui, si vous constatez, c'est une Windows Installation. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une interaction. Donc, quelqu'un passe devant la vitrine, on agite la main, les écrans, entre guillemets, regardent dans la direction de ce qui se passe. Donc, c'est un peu le principe, le postulat de base de Physical Computing. Le principe, il est très simple. On a un ou des senseurs qu'on va activer, et ce senseur activé va produire une action via ce qu'on appelle un actuateur. Un senseur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un switch, ça peut être un détecteur de présence, ça peut être un détecteur de pression barométrique, détecteur de couleur, détecteur de pression, vraiment n'importe quoi. Même chose pour les senseurs. Pour les actuateurs, ça peut être un moteur rotatif, un moteur linéaire, donc on va bouger un objet donc via un vérin. Ça peut être émettre un son, ça peut être allumer une lampe ou afficher quelque chose sur un écran. Donc c'est le principe de base de ce qu'on appelle Physical Computing. L'idée de Physical Computing, en fait, elle est très simple. Si on regarde comment on interagit avec les ordinateurs, ça se fait via un clavier, via une souris, via le son, via l'écran. Donc ça, c'est ce qu'on faisait depuis 30-35 ans. Ça évolue. Donc on a par exemple Kinect, donc une caméra 3D qui permet d'interagir différemment avec un ordinateur. Même chose, on a dans nos téléphones mobiles des accéléromètres qui permettent, en tournant le téléphone mobile, d'interagir d'une manière différente. Donc c'est un peu le principe de Physical Computing. Même chose de multitouch. On va toucher l'écran avec un ou plusieurs doigts pour provoquer des actions. Donc l'idée de Physical Computing, c'est vraiment de changer la manière dont on interagit avec les ordinateurs. Un autre exemple, Smarty Ball. Donc le principe, il est assez basique. Donc on a en fait deux allées, avec deux voitures électriques, deux Smart Fortwo. On va avancer et reculer pour avancer et reculer les raquettes de Pong.
Donc c'est une nouvelle manière de jouer à Pong. C'est des exemples un peu extrêmes qui montrent que quand on est créatif, on peut vraiment changer les choses. Maintenant, clairement, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de jouer à Pong. Donc, qu'est-ce qu'Arduino? Donc, Arduino est une plateforme de prototypage électronique. Donc, on va pouvoir très rapidement créer des prototypes électroniques. Arduino est open source. Et Arduino est basé sur du software, donc du logiciel et du matériel open source, facile à utiliser. C'est un des requirements de base d'Arduino. Si on regarde historiquement, Arduino vient du monde académique. Donc Arduino a été développé en Italie en 2005, je crois. L'idée de base était d'offrir à des étudiants dans le domaine de l'art la possibilité d'ajouter des interactions avec l'environnement à leur, entre guillemets, création artistique. Un étudiant dans le domaine de l'art n'a bien sûr pas le profil d'un ingénieur en électronique. Donc il fallait que Arduino soit simple à utiliser. À qui s'adresse Arduino? En fait, Arduino s'adresse à n'importe qui est curieux, n'importe qui veut expérimenter des choses. Arduino est très abordable aussi. Une carte Arduino coûte dans les 20 €. Pour démarrer avec Arduino, il faut donc une carte Arduino, 20 €, un câble USB et un ordinateur. Et le logiciel qui est gratuit, open source. Donc ceci était une brève introduction à Arduino. Maintenant voyons un petit peu plus en détail. Donc ici on a une Arduino Uno qui est la carte Arduino actuellement la plus standard qu'on peut trouver sur le marché. C'est pas la moins chère, c'est pas la plus chère, c'est le milieu de gamme. On a différents types de cartes. Quelques exemples ici. On a en haut la Paper Arduino, donc en gros on assemble soi-même sa carte Arduino. On a ici la STEM-Duino, qui est une Arduino très petite, qui est destinée à être embarquée dans d'autres appareils. Même chose pour celle-ci, l'Arduino Pro. La seule chose, c'est que celle-ci est beaucoup plus puissante, elle a beaucoup plus d'entrées et sorties. Là-bas, on a une Arduino flexible. Là aussi, on peut se poser des questions sur l'utilité d'une Arduino flexible, mais c'est un exemple. Et enfin, l'Arduino en bas à droite, donc l'Arduino ronde, c'est une Helipad. L'idée de cette carte Arduino et d'offrir la possibilité de rajouter par exemple des LED ou des senseurs sur tout ce qui est vêtements. D'autres exemples, ici on a l'Arduino Doué qui est clairement une des cartes Arduino les plus puissantes du moment, et enfin une carte Arduino qui fait partie de l'ADK, je crois, donc qui est destinée à interagir avec Android. Il n'y a vraiment rien de spécifique à ce niveau-là. Techniquement, qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte Arduino? Donc au niveau matériel, c'est une carte mère complète. Donc en gros c'est un mini ordinateur. La seule chose qu'il a besoin c'est une alimentation pour pouvoir fonctionner. Donc on a un processeur, on a de la RAM, on a du stockage, on a une horloge, on a la possibilité de faire des entrées et sorties. Mais encore une fois, donc un ordinateur complet mais très limité. D'un point de vue soft, on a un ensemble d'outils qui nous permettent de développer des applications qui seront déployées sur les cartes. Ces applications seront déployées en utilisant divers langages. En fin de compte, c'est toujours du C, mais l'idée c'est qu'on a des préprocesseurs qui permettent de transformer des langages de plus haut niveau en C. Un des succès d'Arduino aussi, c'est tout l'écosystème qui gravite autour. Arduino est open source, donc le soft est disponible sous licence GPL et LGPL. Le hardware est aussi open source. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre les plans des cartes Arduino, fabriquer votre propre carte Arduino, l'utiliser, la vendre si vous voulez. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est utiliser la marque Arduino. La marque Arduino est protégée. Si vous voulez faire ça, donc vendre votre carte Arduino en utilisant la marque Arduino, vous devez obtenir une licence. Et c'est un des moyens qui permet de générer des revenus pour aider le projet Arduino à évoluer. Communauté. Donc il y a différentes communautés qui gravitent autour d'Arduino. Il y a les vendeurs qui produisent des produits. Quelques exemples de produits, Arduino Nano, Arduino Mini, Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Doué, etc., etc., etc. Donc il y a énormément de produits qui sont disponibles. Les premiers étant des produits qui, entre guillemets, ont une licence officielle. Ensuite, on a des clones. La DC Arduino, la Minduino, la Freeduino, l'Iduino, la Roboduino, etc., etc. Ce qu'on constate, c'est que les clones ont tendance à avoir une consonance relativement similaire à Arduino, sans nécessairement vouloir payer la licence. C'est pour ça qu'on a toujours ces noms qui gravitent autour de Duino, et donc on retrouve en fait l'origine d'Arduino, donc l'origine italienne. Il existe même un nom de générateur d'Arduino.
Une carte plus spécifique, la Netduino, elle est très spécifique en ce sens que c'est une carte, d'un point de vue hardware, c'est une carte Arduino relativement standard, mais elle sera programmée en utilisant un langage complètement différent. C'est le micro-framework de .NET. Communauté. Il y a énormément de communautés qui gravitent autour d'Arduino. Il y a différentes compagnies, soit qui disent clairement qu'elles utilisent Arduino ou qui indirectement ont démontré que Arduino avait un intérêt pour eux. Apple, AT&T, Google, Microsoft, Nokia, etc., etc. Arduino est aussi beaucoup utilisé dans le monde académique. C'est normal, c'est de là que ça vient. Donc c'est un outil idéal pour l'apprentissage. Au niveau des communautés, il y a bien sûr aussi énormément de projets open source qui gravitent autour d'Arduino. Donc on peut trouver tout et n'importe quoi dans le monde open source autour d'Arduino. Donc ici, j'ai les spécifications de deux exemples de cartes Arduino. Donc l'Arduino Uno qui est la carte, le milieu de gamme actuel. Le processeur est un processeur Atmel, un AVR 168. Donc c'est un processeur 8 bits qui tourne à 16 MHz. Donc c'est clairement un processeur très limité. C'est typiquement le genre de processeur qu'on retrouve dans une machine à laver, qu'on retrouve dans une radio, dans une machine à café ou dans des devices comme ça. Donc en termes de puissance, on a quelque chose qui est très limité. On a 1 KB de RAM, on a 16 KB de flash et on a aussi un demi kilobyte d'EPROM dans le cadre de la Arduino Uno. Et enfin, on a des entrées et sorties en analogique et en digital pour un coût de plus ou moins 25 €. Donc ceci est une carte officielle. On trouve des clones de Uno à moins de 20 €, donc 18 € là autour. À l'autre bout du spectrum, l'Arduino Doué, qui n'est pas encore disponible, je crois. Donc là, on a un processeur beaucoup plus puissant, un Cortex M3, donc c'est un processeur ARM 32 bits qui tourne à 96 MHz. On a beaucoup plus de mémoire, tout est relatif, 50 KB. On a beaucoup plus de stockage, 256 KB. Et on a beaucoup plus d'entrées et sorties. Le prix n'est pas encore défini, mais il devrait aussi entre 65 € et 80 €. C'est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut. Une des forces d'Arduino, c'est ce qu'on appelle les shields. Donc les shields, en fait, ce sont des cartes PHY qui vont être pluguées sur une carte mère Arduino. Ce sont des cartes PHY qui vont être utilisées pour ajouter des fonctionnalités. Par exemple, si on veut avoir le support Ethernet sur Arduino, il suffit de plugger un shield Ethernet. Même chose pour le Wi-Fi, même chose pour le Bluetooth, etc., etc. Et si on regarde, il y a énormément de shields qui sont disponibles sur le marché. Donc on a des shields pour tout ce qui est communication, tout ce qui est affichage, donc des shields avec un écran LCD couleur, shields qui permettent de connecter une Arduino à une télévision, GPS, des shields qui permettent de contrôler des moteurs, shields qui permettent par exemple de mesurer la vitesse de l'air, c'est typiquement utilisé pour des drones qui sont basés sur Arduino. Shield qui permet de mesurer le taux d'alcool dans le sang, pourquoi pas, etc., etc. Quelques exemples de shield, donc de carte PHY. En haut, on a un compteur Geiger, donc pour mesurer la radioactivité. Ici, un shield Ethernet. Donc si on veut rajouter le support Ethernet, il suffit de plugger ce shield-là dans une carte Arduino. Celui-ci, c'est un shield qui rajoute le support SVGA. En haut, c'est un shield GPRS. Donc on prend ce shield-là, on le connecte à une Arduino, on lui met une SIM, on alimente le tout et on a une Arduino qui peut tourner en stand-by, enfin qui peut tourner de manière mobile et se connecter à un réseau de GPS très facilement. Et enfin, le dernier, c'est un shield avec des relais, donc qui permet de contrôler par exemple des appareils électriques fonctionnant en 220 volts, donc les allumer et les éteindre. Comment on va programmer les applications qui seront déployées sur Arduino? Donc il existe différents langages. Le langage de base, c'est le C, mais une des forces d'Arduino, c'est le langage processing, qui est en fait une version simplifiée de C. Aussi, un des avantages d'Arduino, c'est qu'il y a énormément de librairies qui sont disponibles. Donc soit on décide d'écrire tout soi-même, ou alors on récupère des fonctionnalités qui ont déjà été écrites par d'autres à travers l'utilisation de librairies. Maintenant, c'est clairement pas, en termes de librairie, c'est pas la richesse de la plateforme Java. Donc par exemple, on a dans la distribution Arduino depuis à peu près 1 an, en standard, une librairie pour faire des manipulations de string. Et encore, elle est beaucoup plus limitée que ce qu'on peut faire en Java. La chaîne d'outillage, elle est la suivante. Donc on va éditer le code, on va bien sûr le compiler. Le compiler, ça veut dire quoi? On va le passer au travers d'un préprocesseur qui va transformer le langage processing en langage C pur et dur.
On va compiler le tout. Évidemment, c'est du développement cross-platform, donc on développe sur un Mac, sur un Windows, Linux, macOS, etc. pour une architecture différente, l'architecture de la carte Arduino. Donc on a un cross-compilateur. Ensuite, on fait un link et on va enfin uploader l'application qui a été développée. On va l'uploader sur la carte Arduino. On va faire un reset de la carte Arduino, l'application va se charger, elle va s'exécuter. Maintenant, l'avantage d'Arduino, c'est qu'il y a un IDE qui permet de nous affranchir de certaines de ces étapes qui sont un peu plus techniques. L'IDE Arduino, en effet, on ne va toucher que la partie supérieure du schéma. Donc on va bien sûr éditer le code, on va compiler le code et on va uploader le code. Et sur la carte Arduino, on aura un bootloader qui va en gros réceptionner le code qui est envoyé et qui va redémarrer la carte Arduino automatiquement. Donc le cycle de développement est simplifié. Donc voici de nouveau l'Arduino Uno. Maintenant, si on regarde techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le processeur limité. On a un port d'alimentation qui permet d'alimenter la carte. On a des ports numériques, donc digitaux, qu'on peut utiliser en entrée et en sortie. On a des ports analogiques qu'on va utiliser en entrée. On a différents ports d'alimentation qui seront utilisés par exemple pour alimenter les shields qu'on va venir plugger. Et enfin, dans ce cas-ci, on a aussi un port USB qui nous permet par exemple d'alimenter la carte via USB, mais aussi le port USB sera très utile pour toutes les phases de développement. C'est via USB qu'on va déployer l'application et qu'on va pouvoir faire du debugging. Les ports, il y en existe de deux types, donc les analogiques et les digitaux. Les analogiques utilisent ce qu'on appelle des ADC, donc des convertisseurs analogiques digital. Donc quand on va avoir en entrée un voltage de 5 volts sur un port, ça va être converti, dans ce cas-ci, à la valeur 1023. Pourquoi? Parce qu'ils ont une résolution de 10 bits, donc on a potentiellement une valeur de 0 à 1023. Pas de voltage, on va lire un 0. Même chose pour les ports numériques, digitaux. En entrée en sortie, 0 correspond à une tension de 0 volts, donc pas de tension. 5 volts correspond à 1. Donc si on reçoit 5 volts sur un port digital, on va lire un 1. Une remarque, on utilise une technique PWM, Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsion. En français, j'ai dû regarder parce que je ne savais pas du tout comment traduire ça. Pour simuler des sorties analogiques sur les ports numériques. Donc techniquement, on fait de l'analogique en entrée en sortie et on fait du digital en entrée en sortie aussi. Un programme Arduino, donc comment il est écrit, c'est un sketch en fait. Un sketch, donc c'est un croquis. Donc souvenez-vous, pour la forme de prototypage, on fait un croquis. On a deux méthodes dans un programme Arduino, enfin au moins deux méthodes. On a un setup et une méthode loop. Le setup, c'est quoi? C'est en fait le constructeur. Constructeur, donc cette méthode sera invoquée une fois que la carte démarre pour configurer tout ce qui doit être configuré. Donc cette méthode ne sera appelée qu'une seule fois. Ensuite, la méthode loop sera invoquée et comme son nom l'indique, elle va tourner en boucle jusqu'au moment où il n'y a plus d'alimentation. Donc elle va tourner pour toujours. Alors, cette photo-là vient des slides du template de Devoxx qui déconseille fortement d'utiliser un IDE sur scène, sauf si on est deux. J'ai pas trop le choix. Donc je vais aller dans l'IDE pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà l'IDE d'Arduino. Oui, ce que le slide dit aussi, c'est qu'on a tendance à montrer son IDE sur scène pour démontrer que notre IDE est très cool. Dans mon cas, mon IDE n'est pas relativement cool, il est même assez simple, assez basique, il est à la limite moche. Donc on ne pourra pas me taxer de ça. Donc, très peu de fonctionnalités, ne cherchez pas le refactoring est manuel, donc vous devez faire tout vous-même. Il n'y a pas de code completion, il n'y a pas grand-chose. Mais encore une fois, c'est un IDE qui a été conçu pour apprendre à faire les choses. Donc c'est pour ça qu'il est très simple. Il y a deux boutons qui nous intéressent plus particulièrement. Le Verify, qui en gros compile l'application. Si l'application compile, ça veut dire qu'on a pu vérifier correctement. Et enfin, Upload, on upload sur la carte. Donc, je vais vous faire un Hello World. L'Hello World en Arduino consiste toujours à allumer une LED. C'est l'exemple le plus basique. Donc, j'ai une LED qui est connectée ici à ma carte Arduino. Un des avantages de Arduino, c'est qu'on a toujours cette notion d'apprentissage. Donc, l'IDE est fourni par défaut avec beaucoup d'exemples. Donc, je vais utiliser un exemple que je vais simplifier un peu pour le rendre un petit peu plus lisible. Donc, j'enlève tous les commentaires.
Voilà. Je vérifie, donc entre guillemets je compile. Ce qu'on peut voir, c'est que donc mon application a été compilée. Voilà. Donc mon application, le binaire fait 800 bytes. Je vais enlever cette fenêtre-ci qui me gêne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais l'uploader. Donc je clique sur ce bouton-là. Ce n'est pas grave. Ce que je dois faire, je dois préciser en fait quel type de carte j'ai. Ici, ce n'est pas une Uno, mais c'est une 2009. Et je dois préciser sur quel port elle se trouve. Voilà. Maintenant, je peux l'uploader et en touchant du bois, ça passe. Donc voilà, down uploading. Donc on constate que c'est uploadé. Et j'ai ma LED entre guillemets qui devrait clignoter. Elle ne clignote pas. Pourquoi? Parce que en fait, elle s'allume et elle s'éteint. Donc si on regarde le code, j'ai le setup. Donc là, je dis juste que je veux utiliser la pin 13 en output. Ensuite, j'ai un état, haut et bas. Et quand il est bas, je le passe à haut et inversement. Et ensuite, à la fin du loop, j'écris l'état. Donc soit j'envoie 5 volts ou j'envoie 0 volts. Donc ça devrait en théorie éteindre la LED, mais seulement pour voir ça, il faut introduire un délai, sinon on ne voit pas la LED clignoter. Donc je vais introduire un délai de 200 millisecondes par exemple. Je upload mon application, la carte reboot et on voit effectivement que ça clignote. Donc pour l'instant ça se passe bien. Donc ça c'est l'équivalent du code. Bon, la structure est un petit peu différente. Ce qu'on constate, c'est que venant du monde Java, bon, étant donné que c'est un langage basé sur du C, c'est très facile à appréhender. Donc le langage Arduino, on a vu les fonctions. J'ai peut-être passé un peu trop rapidement dessus. Donc pin mode, on permet de configurer la pin. Ici on l'utilise en sortie. On fait un digital write d'une valeur 0, 0 ou 1 pour envoyer 0 ou 5 volts. Donc ces fonctions-là nous permettent de travailler sur les ports, que ce soit les ports digitaux ou analogiques. Le langage est typé, rien de surprenant, booléen, caractère, byte, etc. Hello World 1.1. Donc ici, je vais reprendre le code que j'ai écrit ici, donc voilà. Je vais le vérifier et je vais connecter ma carte Arduino. Donc ça, c'est pas grave. Je vais uploader mon code. Donc toujours le même problème, je dois spécifier que j'ai une Arduino Uno cette fois-ci et je dois spécifier son port série. Voilà, et maintenant, si tout va bien, je peux l'uploader, donc uploader le code. Donc le code est uploadé et j'ai en fait ici, donc je ne sais pas si ça se voit, mais donc on a des LED en fait qui s'allument de manière progressive. Donc si on regarde le code, c'est exactement le même code. Dans le setup, qu'est-ce que je fais? Je fais un for pour configurer donc mes LED qui sont connectés physiquement du port 2 au port 8. Je veux les configurer en output. Dans la boucle loop, je fais la même construction en fait, sauf que j'allume la diode, ensuite j'attends 30 millisecondes, j'éteins la diode. Je passe à la diode suivante. Donc je monte et ensuite je redescends. Donc compliqué. Donc dans le langage Arduino, on a un ensemble de contrôles de structure, for, if, else, des switches, etc. Donc encore une fois, venant du monde Java, il n'y a rien de très compliqué. On a bien sûr des opérateurs. Alors, Hello World 2. L'idée ici est d'utiliser un écran LCD. Donc qu'est-ce que je fais ici dans mon code? Je fais un include d'une librairie Liquid Crystal qui permet de piloter des écrans LCD. Je fais Liquid Crystal, donc une instance du LCD, et je spécifie, donc le 8, 9, 11, spécifie en fait sur quel pin mon LCD est connecté. Donc je dois mettre un shield LCD dessus. Ensuite, LCD begin dans le setup. Là, qu'est-ce que je fais? Je dis que j'ai un LCD de 2 lignes et de 16 caractères. Je fais un print, hello Java 1, donc une string, et ensuite je loop. Qu'est-ce que je fais dans le loop? Je me repositionne donc en colonne 0, ligne 1, donc la deuxième ligne en fait, et j'affiche le nombre de millisecondes divisé par 1000. Et ça donne ça. Bon, maintenant il faut me croire, ça fonctionne. Physiquement c'est difficile à démontrer, donc j'ai fait un screenshot entre guillemets.
Donc ça, c'était pour les sorties. Maintenant, évidemment, on veut aussi faire des entrées. Pour les entrées, pour démontrer ça, j'utilise un capteur de distance qui en fait comprend 2 diodes infrarouges. L'idée est la suivante, on envoie un signal infrarouge qui sera reflété sur un objet qui se trouve en face. Donc il y aura une réflexion, ça va être capté par le deuxième capteur. Et basé sur le temps que le signal met à revenir, on peut estimer la distance de l'objet qui se trouve en face. Je retourne dans mon IDE Arduino. Je vais prendre un exemple qui est disponible. Donc ici, on veut faire de l'analogique en input. Je vais simplifier le code. Donc ça, c'est pas sensor value. Ça, c'est pas important. Je vais changer le délai, mettre un délai fixe. Et voilà. Donc bien sûr, oui, j'ai un senseur de... Je compile le tout. Voilà, et j'envoie. Donc ici, on constate que l'application est sur la carte. Donc elle fonctionne. Maintenant, la seule chose, c'est qu'on ne fait rien avec la valeur, donc on ne peut pas voir si physiquement ça fonctionne. Donc pour ce faire, on va utiliser le port série. Donc je configure mon port série, serial begin dans le setup. Et ensuite je fais simplement un serial print ln de la valeur que je reçois. Pas de code completion, donc il faut tout taper à la main. Donc voilà, donc maintenant ça fonctionne. Donc pour tester ça, soit je vais avec un terminal pour me connecter en série, ou alors ici j'ai un serial moniteur qui se connecte directement. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on reçoit des informations. Si j'agite ma main devant ici, on constate que les informations changent, mais les informations qu'on reçoit sont incohérentes. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir interpréter ce qu'on reçoit du senseur, il faut regarder dans le datasheet du senseur comment transformer l'information. Chose que j'ai faite dans une autre application. Si je vais dans mon sketchbook, j'ai cet exemple-ci, qui est en fait est exactement le même exemple. Donc je fais un analog grid du senseur et j'invoque cette fonction-ci avec une formule qui paraît très compliquée. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle vient du datasheet. Donc en gros, pour convertir la valeur qu'on reçoit, il faut faire 6787 divisé par sensor value moins 3 et l'ensemble moins 4. Encore une fois, il faut là on est obligé de croire les gens. Donc voilà, je compile, je upload, et maintenant si je vais sur mon port série, donc voilà, j'ai mon senseur. Donc la spécification dit que la précision est de 80 cm maximum. Donc j'ai tout ce qui est au-dessus de 80, je l'arrondis à 80. Donc maintenant, si je me rapproche, on constate que là, bon, je suis à 12 cm, je monte, je suis à 35 cm, je suis à 80. Là, ça fonctionne. Le code, il est encore une fois très simple à comprendre. Donc on a dans le langage un ensemble de constructions qui permettent par exemple de travailler sur le temps. Communication serial, c'est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est en gros le seul moyen simple de débugger une application qui tourne sur Arduino. Maintenant, c'est un débugage qui est très intrusif. Pourquoi ? Parce qu'on rajoute du code dans l'application qui est déployée, on ralentit l'application, donc c'est quelque chose qu'il faudra tenir en compte. On a un ensemble de constantes qui sont définies. On a des fonctions qui sont beaucoup plus avancées. Par exemple, si on veut travailler avec des interrupts hardware, c'est tout à fait possible. On a un ensemble de librairies. Donc j'en ai déjà, par exemple, j'ai utilisé Liquid Crystal tout à l'heure. Il existe énormément de librairies sur le marché pour faire tout et n'importe quoi. Donc c'est quelque chose à tenir en compte. Maintenant, si on regarde la manière dont on travaille actuellement, bon, en gros, j'envoie des 0 et des 1 et je reçois des valeurs numériques. Avec ça, on peut tout faire. Seulement, c'est relativement compliqué quand on est amené à travailler avec des senseurs complexes, par exemple un GPS. Un GPS, on pourrait le driver de telle manière, mais clairement, c'est beaucoup plus intelligent d'utiliser une librairie pour faire ça, qui a fait toute l'abstraction en fait. Même chose pour I2C. I2C est un protocole utilisé dans l'industrie électronique pour définir comment des composants peuvent dialoguer entre eux.
c'est beaucoup plus intelligent de récupérer une librairie qui permet de faire de l'IDC plutôt que de le faire soi-même. Même chose OBD2. OBD2, c'est le protocole qui est utilisé dans votre voiture. Donc votre voiture a un ensemble de capteurs qui sont interconnectés entre eux. Ils dialoguent via OBD2. Et c'est le garagiste, lorsque vous allez à l'entretien, où il plug souvent sous le volant sur le bus OBD2 pour diagnostiquer la voiture. Il existe des shields et des librairies OBD2 pour Arduino. Donc, j'ai montré les entrées et les sorties. Bien évidemment, on peut combiner les entrées et sorties. Ce qu'il faut rester réaliste. On est en 2012. Tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est j'ai fait clignoter quelques diodes. Mon routeur Linksys, qui est dans le fond de mon garage depuis 10 ans, le fait très bien. Mais si vous avez compris ça, c'est vraiment la base qui vous permet de faire tout. Donc, je retourne dans mon très bel IDE. J'ai par exemple dans mon sketchbook celui-ci, LED. Donc je l'upload sur ma carte. Et donc, si ça fonctionne, voilà. Donc ouais, j'ai inversé les LED, mais bon, l'idée est la suivante. Enfin, il faudrait retourner les diodes, mais bon, l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, j'ai des entrées et des sorties, j'ai combiné les deux. Autre exemple, j'ai déjà fait cette présentation similaire. On me reproche souvent que démontrer des LED, c'est très bien pour les personnes qui sont sur le 5 premier rang, mais les gens du fond ont toujours du mal à voir ce qui se passe. Donc pour ça, j'ai une autre démo. Alors, je dois faire du plug and play. Voilà, je reprends un autre sketch. DMX. Donc ici, je vais travailler avec le protocole DMX. Le protocole DMX, c'est quoi? C'est un protocole qui est notamment implémenté dans les spots que vous voyez là. Donc ne regardez pas les spots parce que après vous ne voyez plus rien. Donc j'upload l'application sur ma carte et maintenant j'ai ici un spot DMX qui, si tout se passe bien, je peux le contrôler de la même manière. Enfin, je suppose que oui, ça marche. Donc je le peux contrôler de la même manière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un shield de DMX. Oui, j'ai prévu le coup, sauf l'alimentation est très courte. Je peux aussi. J'avais prévu d'utiliser 3 capteurs de distance pour les couleurs, mais j'en ai oublié, donc j'ai dû en vitesse changer mon fusil d'épaule. Donc encore une fois, un exemple qui vous démontre que c'est par exemple très simple de faire des entrées et sorties en utilisant des protocoles de plus haut niveau, en utilisant des devices tout à fait standards. Donc ce spot-là, c'est l'équivalent des spots qui se trouvent là en haut. Tout ce que j'ai fait, j'ai simplement fait un plug and play des bonnes fonctionnalités, donc du bon shield. Retournons dans les slides. On peut regarder le code, en fait. Toute la complexité du code, elle est ici. Je fais un include de la librairie. Et ensuite, ce que je dois juste faire, c'est des DMX Simple Write. Et c'est tout ce que j'ai à faire depuis mon code. Toute la complexité est vraiment cachée par la librairie DMX. Donc, très bref introduction à Arduino. Quelques exemples, combinant entrée et sortie. Mais c'est quelque chose, une fois que vous avez compris ça, vous avez vraiment les bases pour faire énormément de choses. Maintenant, la relation entre Arduino et Java. Arduino, donc on parle souvent d'Arduino aussi pour tout ce qui est smart metering, senseurs qu'on va déployer sur un réseau. À partir du moment où on a des senseurs, on a des données qui vont être générées. Java a du sens, par exemple, pour collecter ces données, pour les traiter, faire l'agrégation de ces données, faire la visualisation de ces données, donc typiquement en JavaFX. Java a aussi beaucoup de sens pour faire tout ce qui est traitement. Souvenez-vous que techniquement, ici, on a la puissance d'une machine à laver. Donc d'un point de vue traitement, je veux dire. Donc, on ne va pas faire des traitements complexes sur ce genre de device. S'il y a des traitements complexes à faire, on va les faire sur le réseau. Et là, Java a tout son sens. Si on fait des choses plus avancées, comme du computer vision, donc essayer de reconnaître des patterns via des caméras qui seraient connectées via Arduino, ce genre de choses-là, bien que connecter une caméra si on peut, mais ça reste des caméras de très basse résolution, donc du VGA, ce genre de choses-là.
faire reconnaissance de pattern, on fera plutôt ça sur du Java qui tourne sur le réseau plutôt que sur Arduino même. Maintenant, la question suivante, c'est comment connecter Java au sens large à Arduino. Il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'on a sur la carte Arduino physiquement, qu'est-ce qu'on a comme connexion. On a une connexion USB, on a du Bluetooth, on a du Wi-Fi, donc ça dépendra un petit peu. Même chose du côté Java, qu'est-ce qu'on a comme connexion? On peut faire de l'Ethernet, on peut faire du serial, donc ça va un peu driver nos choix. Question suivante, c'est quel format de données on va utiliser entre les deux. Clairement, ne rêvez pas de faire de l'XML à partir d'Arduino, ça ne marchera pas. Donc on va utiliser des formats relativement de bas niveau. Du JSON, c'est encore assez compliqué, donc on va peut-être rester en dessous de JSON. Donc du côté de Java, pour se connecter via le USB sur une Arduino, c'est très simple, on utilise la vieille API de Javacom, donc l'API de Javasoft qui a 14-15 ans, elle n'a pas vraiment évolué depuis lors. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un port série, on le configure, ensuite on a une input stream et on écrit sur cette input stream. Du côté Arduino, vous l'avez vu, on fait un serial begin pour configurer le port série. Donc ici je l'ouvre en 9600 baud et ensuite je fais des println de ce que je veux. Donc ça va envoyer ça vers le port série. HTTP, c'est aussi une approche qui est très souvent utilisée. Je ne vais pas avoir la prétention de vous apprendre comment on fait de l'HTTP au niveau Java. Au niveau Arduino, c'est encore plus simple. On va utiliser la librairie Ethernet, donc on fait un include d'Ethernet. On a 3 éléments à spécifier, l'adresse MAC de la carte Arduino, l'adresse IP de la carte Arduino et l'adresse IP du serveur. Ensuite, on prend une instance client. Donc ici, en gros, la ligne client dit que notre Arduino sera un client, elle va se connecter au serveur, qui est à telle adresse IP sur le port 80. On fait un Ethernet begin en spécifiant bien la MAC adresse à utiliser et l'adresse IP à utiliser. Et enfin, on fait un client connect et ensuite des println. Donc on envoie nos requêtes HTTP via des println. Et si on reçoit une information, bien sûr, on le traite. Donc c'est une approche très basique qui fonctionne. C'est limité, donc la vitesse sera relativement lente. On pourrait faire le contraire aussi. L'Arduino pourrait être un serveur sur lequel on se connecte. On est limité aussi en termes de connexion. Je crois qu'on peut gérer 4 connexions simultanées, pas plus. Mais c'est une approche possible. Un exemple d'utilisation, j'ai fait un watchdog pour Glassfish. Donc l'idée est la suivante. Sur Glassfish, on a une infrastructure d'administration qui a une interface REST. Donc on peut interroger Glassfish, le monitorer via des requêtes REST. J'ai utilisé ça, en fait, j'ai envoyé des commandes REST depuis une board Arduino qui interroge une URI très spécifique qui me retourne le uptime de l'instance Glassfish. Si le uptime, donc je fais ça de manière régulière, si le uptime n'a pas évolué, ou si je ne sais pas me connecter sur le Glassfish, ça veut dire que j'ai un problème. À ce moment-là, on lève une alarme. Combinant Arduino et Java, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelque temps. C'est un client Twitter sur Minitel. L'idée est très simple. Je bypass le modem du Minitel, je me plug mon Arduino directement sur le port série. Je me connecte en Ethernet sur un process Java. Process Java qui se connecte sur Twitter. Et c'est le process Java qui en gros fait tout le sale boulot. Par exemple, il enlève tout ce qui est Unicode. Je n'ai pas essayé de faire de l'Unicode sur Minitel, mais ça ne risque pas de passer. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être pas quelque chose de très utile. Mais j'ai aussi une autre version en fait qui tourne sur Vectrex, mais là il y a une logique qui tourne sur Vectrex développée en assembleur. Le problème c'est que manipuler des strings en assembleur sur un CPU d'il y a plus de 30 ans, c'est quelque chose d'assez lourd, donc c'est assez buggé. Une autre approche, une librairie Messenger qui permet de facilement dialoguer avec le monde extérieur. En gros, c'est une sorte de tokenizer auquel on va attacher des callbacks. Donc on reçoit une information, on va parser ça et on va invoquer une callback pour traiter l'information qui est reçue. Une autre approche aussi qu'on pourrait utiliser pour connecter Java à Arduino, c'est on utilise Firmata. Firmata étant une sorte donc une application qui sera déployée sur la carte Arduino et ce sera en gros un proxy. Donc du côté Java, on aura une API Java qui va directement dialoguer avec l'application qui tourne. Donc le code Java pourra par exemple tester tel port ou mettre tel port numérique à tel high ou low, ce genre de choses-là. Donc il n'y a plus vraiment de code, on ne change plus le code qui est sur Arduino, c'est juste un proxy qui tourne dessus.
Donc les conclusions. Avant les conclusions, quelques remarques. On travaille quand même avec l'électricité, donc il y a un certain danger. Clairement ici, mis à part le DMX qui est en 220 volts, enfin cette partie-là, ici je suis en 5 volts, donc je n'arriverai pas à me tuer. Ce que j'arriverai peut-être à faire si je ne suis pas chanceux, c'est tuer le port USB de mon Mac. Tuer mon Mac si vraiment je ne suis pas chanceux, mais aller au-delà, pour me tuer avec ce setup-là, il faudrait que j'essaye d'avaler la carte. Donc, washing machine brain, donc n'essayez pas de faire de l'XML, là-dessus ça ne tournera pas. Les datasheets nous apportent énormément d'informations. C'est assez paradoxal en fait, parce que donc ici c'est un senseur qui coûte même pas 1 euro. La datasheet fait 25 pages. Elle nous précise comment il fonctionne à 20 000 pieds sous terre, sur la Lune, etc. Mais il y a énormément d'informations dans les datasheets. Size does matter, donc en ce sens qu'au plus on rajoute des fonctionnalités sur une application Arduino, au plus l'application va croître. Par exemple, quand on travaille en Ethernet, on va peut-être pas faire du DHCP. Pourquoi? Parce que si on inclut le support DHCP, tout de suite on se prend 2 KB dans les lattes. Même chose, DNS. Est-ce qu'on a besoin de la résolution DNS? Si on peut s'en passer, autant s'en passer parce que l'application finale sera un petit peu plus légère. Le tooling il est relativement limité. Donc vous avez vu l'IDE, il est très basique. Maintenant, il est très bien pour apprendre. Il faut signaler que le tooling, il existe en fait des possibilités de développer en Arduino à travers NetBeans et Eclipse. J'ai essayé ça il y a à peu près 1 an, c'était encore très immature, donc je n'ai pas vraiment regardé depuis lors. Mais bon, une fois qu'on a l'habitude avec l'IDE Arduino, on sait très bien se débrouiller comme ça. Le debugging, ça c'est quelque chose d'assez complexe, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un debugging intrusif, donc c'est pas toujours évident de trouver les problèmes. Check de source, donc étant donné que tout est en open source, en cas de problème, on va plonger dans les sources, soit de la librairie. On va aussi souvent utiliser les spécifications hardware. Par exemple, ici, pour savoir comment utiliser le bouton sur ce shield-ci, j'ai dû utiliser le schéma du shield pour voir physiquement où il était connecté. Donc, en conclusion, Arduino, c'est un peu de l'object-oriented hardware. Donc on va plugger en fait des fonctionnalités ensemble afin d'offrir des nouvelles fonctionnalités. Arduino est un petit peu au monde matériel ce que le scripting language est à l'informatique. Donc un outil, une sorte de colle universelle qui permet de très facilement et très rapidement faire des choses. C'est un moyen très simple, très abordable et très facile pour apprendre tout ce qui est Internet of Things, Smart Grid, Physical Computing, etc. Si on regarde un petit peu dans le passé, quand on devait apprendre tout ce qui était électronique, il fallait d'abord apprendre beaucoup de théorie, et une fois qu'on avait acquis cette théorie, on pouvait commencer à faire des choses simples. Ici, c'est le contraire. On commence à faire des choses simples, et au fur et à mesure qu'on fait des choses, on commence à apprendre comment ça se passe techniquement derrière. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Il y a énormément de use cases pour utiliser Java avec Arduino. J'en ai démontré quelques-uns, mais quand on voit les exemples au début, par exemple l'utilisation des voitures pour jouer à Pong, l'imagination est vraiment à la limite à ce niveau-là. Enfin, ça je crois que j'en ai parlé, bon, on travaille quand même avec de l'électricité, donc faites quand même attention. Dernière remarque aussi, Physical Computing, c'est peut-être aussi lié au fait que quand on doit faire une démo à Arduino, on doit ramener plein de trucs. Donc voilà, si vous avez l'occasion, investissez 20 € dans une carte Arduino. Arduino.cc, c'est le site du projet Arduino. Et je vous invite vraiment à essayer, c'est très simple et très amusant. Donc voilà, il nous reste quelques minutes pour des questions. Oui ? C'est la même chose en fait. Historiquement c'était wiring et ça a été renommé en processing, c'est la même chose. Donc je répète la question pour l'enregistrement. Il y a 2 langages en fait, il y a wiring et processing. Maintenant il n'en existe plus qu'un, c'est processing. Oui ? Oui. Donc la question est, une fois qu'on a fait son prototype, quelle est l'étape suivante ? On a le choix. Soit on va entre guillemets utiliser son prototype tel quel. Donc ici, je pourrais imaginer d'utiliser mon prototype tel quel. Donc ça voudrait dire que je déploierai ce genre de device
dans le field. Ou alors on va créer un nouveau device, donc on va simplifier. En gros, étant donné que physiquement on a toutes les spécifications, on peut construire nos propres Arduino. Donc ici, je pourrais faire par exemple une carte Arduino avec le support d'IMX directement. Donc c'est deux approches. Soit on reste tel quel, ou alors à ce moment-là, on crée les devices qui correspondent vraiment à nos besoins et on enlève tout ce qui est superflu. Oui. Oui. Donc la question c'est en termes d'autonomie, alimentation externe, il n'y a aucun problème tant que l'alimentation externe est là. Maintenant, donc souvent on tourne sur des batteries. Il existe sur Arduino même, donc sur ces CPU, le CPU qui tourne là, des fonctionnalités qui permettent par exemple de désactiver certaines parties de la carte qui sont inutiles. Il existe des librairies qui permettent de faire ça beaucoup plus simplement. On peut mettre le CPU en sleep et le réveiller sur une interrupt hardware. Donc il existe des fonctionnalités qui permettent d'augmenter beaucoup l'autonomie d'une Arduino. Et sur batterie, on peut tourner très très longtemps. Maintenant, clairement, si à partir de ça, on génère du son, ou bon, ça dépend du cas d'utilisation, mais c'est quelque chose qui est gérable très facilement. Quand on upload le code sur la carte, oui. Est-ce que le code il est flashé dans les PROM ou oui. Non, il est flashé sur la flash. Donc la carte, en fait, sur une carte nue, il y a ce qu'on appelle un bootloader qui va écouter, enfin qui va recevoir le code et qui va redémarrer une fois que le code est uploadé, qui va redémarrer la carte et qui va se plugger sur le life cycle de l'application. Et donc si je débranche, si j'enlève l'alimentation, ça va s'éteindre. Si je la rebranche, l'application va redémarrer et ça va tourner. Oui. sur les exemples que vous avez montrés, on a vu qu'avec peu de lignes de code, on arrivait quand même à 1 kilo sur les 32 disponibles. Oui. On peut imaginer des applications vraiment concrètes avec ça? Oui. Donc la question c'est le problème de taille, c'est que sur des exemples basiques, on arrive tout de suite à 2 kilobytes. Par exemple, 2 kilobytes, si je prends une application de 800 bytes, je veux gérer le port série, d'office ça me prend un peu plus d'1 kilobyte. Donc là je passe à 2 kilobytes. Donc c'est quelque chose, bon la gestion du port série c'est utilisé pour le debugging, on va peut-être enlever ça une fois qu'on est entre guillemets en production. Mais on arrive à faire des applications et si on n'a pas assez de place à ce moment-là, il faut passer sur une Arduino avec plus de stockage par exemple. Donc on arrive à faire des applications concrètes avec ça. Bon, encore une fois, on ne fera pas un parseur XML, mais... Il y avait une question, oui. Tu nous as montré différents formes facteurs d'Arduino. Oui. Des chiffres qui peuvent se bloquer dessus. Est-ce que c'est standardisé entre l'interface? Oui, donc la question c'est, j'ai montré différentes formes facteurs de cartes Arduino avec des shields qui pouvaient se plugger dessus. Est-ce que c'est standard? C'est un standard de facto. Donc il n'y a pas une spécification qui dit clairement le standard est tel, enfin il est tel quel, mais c'est un standard de facto. Donc les vendeurs en fait ont regardé comment, enfin physiquement quel est le layout des pins Arduino et ils se basent là-dessus. Maintenant, comme c'est pas un standard, ça évolue à certains moments. Mais bon, c'est quelque chose qui marche de manière quand même assez bien. C'est une des forces en fait d'Arduino, c'est qu'on peut facilement acheter des shields hardware pour répondre à nos besoins. Oui, il reste une question peut-être. Oui, l'Arduino Douai doit sortir, je crois, en décembre 2011. Donc, donc, elle devrait bientôt être là. Une toute dernière question. Oui. Donc la question c'est est-ce qu'il est possible de flasher le programme sans passer via l'USB? Si on regarde par exemple dans les premières cartes que j'ai montrées, il y avait certaines cartes qui n'avaient pas de port USB. Et donc il existe des techniques pour faire ça. Et c'est par exemple une technique qu'on peut utiliser si on veut ne pas avoir le bootloader. Donc si on veut sauvegarder, enfin réduire de 2 kilobytes l'espace qui est disponible là-dessus, on ne met pas bootloader et on upload directement le programme via JTAG. Donc il y a des approches qui permettent de faire ça. Il reste 2 minutes. Donc une dernière question. Oui. As-tu un exemple concret de produit qui utilise Arduino? Non. Non, parce que ce qui se passe, c'est que, donc, mis à part, bon, par exemple, il existe des drones, donc des drones volants qui utilisent en interne, tout est embarqué sur Arduino. Mais je ne sais pas si on peut à proprement parler d'un produit. Donc maintenant, la technologie qui est utilisée dans un Arduino, encore une fois, machine à laver, enfin, il
Il y a énormément de choses. Ces processeurs sont des processeurs de volume, donc le processeur coûte, je sais pas moi, moins d'1 euro, mais c'est un processeur qui se vend par container entier. Donc il reste 0 minutes. Donc je vais sortir. Enfin, toute dernière. Donc la question est Arduino et Android. Ben, il n'y a pas... Android est une plateforme comme une autre. Donc ici, j'ai attaqué Arduino à partir de mon MacBook. Je pourrais attaquer Arduino à partir d'Android. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le ADK, mais j'ai jamais vraiment regardé le ADK en détail. Donc je ne pourrais pas vraiment commenter. Oui, donc là, oui, mais oui, la remarque est que le NFC est très intéressant dans ce domaine-là. Oui, j'ai jamais regardé en fait ce genre de choses-là. Donc voilà. Donc je vous remercie.